Salut Internet, ça fait 8 ans que je vous fais des vidéos sur la géographie dans lesquelles je vous présente tout ce qu'on peut trouver de plus insolite dans le monde. On pourrait croire que je suis arrivé au bout, mais non. Les dingueries géographiques sont un puits sans fond de nouvelles découvertes incroyables, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti. Des bouts de pays qui sont pas collés à la partie principale, il y en a partout sur Terre. Parfois des très gros, comme la Guyane, à 7000 bornes de la métropole, et d'autres parfois bien plus petits, comme... tenez, et si on zoomait un petit peu sur l'Érythrée? Vous voyez là, on va vers sa petite frontière à l'est avec Djibouti, on zoome, et ce petit bout de territoire est séparé par même pas 75 mètres. Un beau bordel. Ce genre de bout de territoire s'appelle des exclaves. La Russie en a une grande, Kaliningrad. Elle a aussi un mini territoire en Estonie, pas accessible par la route, mais elle a surtout une seule et unique enclave terrestre, un mini bout de terre en plein territoire biélorusse qui porte le doux nom de Sankovo Medvedje. Et on va pas se mentir, elle sert pas à grand chose. Déjà, c'est pas très grand, 4,5 km², 5 fois plus petit que Disneyland Paris. Donc même pas de quoi faire un train de la mine. Ensuite, elle est inhabitée, ce qui, quand même, est un sacré frein au développement économique du territoire. Et enfin, et c'est d'ailleurs la cause de notre argument numéro 2, elle est considérée comme dangereuse, et ce pour une très bonne raison. Elle a été contaminée par les retombées radioactives de Tchernobyl. Donc autant vous dire que l'évacuation de la population a été plus que nécessaire. Depuis, la zone est totalement à l'abandon, et on dirait clairement le décor d'un film d'horreur. Enfin, on n'a toujours pas répondu à la question essentielle. Pourquoi la Russie possède ce bout de terre en Biélorussie? Eh ben, on sait pas vraiment. C'est aussi absurde que ça. La théorie la plus admise, c'est qu'à un moment donné, au début du XXe siècle, des Russes ont acheté des terrains pour s'y installer. L'enclave a failli être détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis voilà, depuis Tchernobyl, il n'y a plus personne, à part ce gars qui a posté quelques photos du lieu, certainement l'agent immobilier local, je sais pas. Et en même temps, il y a peut-être un coup à faire, l'enclave abrite un important gisement de craie. Partons en Syrie, où un lieu a un statut très particulier. Une enclave turque en Syrie, déplacée à 2 reprises dans l'histoire. Ah ouais, elle est technique celle-là. Cette enclave est en réalité un tombeau. Le tombeau de Süleyman Shah. Il est le grand-père d'Osman Ier, le fondateur de l'Empire ottoman. Süleyman serait mort noyé dans l'Euphrate au XIIIe siècle. Depuis, il reposait à Kala Atojabar, sur les rives du même fleuve. Et en vrai, ça a l'air hyper stylé comme endroit sur les photos. En 1921, le traité d'Ankara est signé entre la Grande Assemblée nationale de Turquie et la France, qui est, à ce moment-là, mandataire de la Syrie. Me forcez pas à rentrer plus dans les détails. Vraiment, les événements géopolitiques de l'époque à cet endroit précis du globe prendraient des heures à être racontés. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'article 9, le tombeau est reconnu comme propriété de la Turquie, alors qu'il est au milieu de la Syrie. Depuis la fin des années 30, des soldats turcs le gardent en permanence. Jusque-là, bon, écoutez, c'est une enclave comme une autre. C'est en 1973 que ça change. Le site est alors menacé par la construction d'un barrage. Il est donc déplacé juste ici, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de son ancien emplacement. Mais en février 2015, l'État islamique a menacé de détruire le tombeau si les soldats turcs qui le gardent ne se retiraient pas. Une opération militaire est alors organisée afin de protéger le mausolée. Elle mobilise plus de 500 soldats, une quarantaine de chars, plus de 50 véhicules blindés. Et en une nuit, l'armée turque a exhumé les reliques de Süleyman avant de détruire le site pour empêcher l'État islamique de l'utiliser. Le tombeau a été rapatrié encore plus au nord, à 200 mètres environ de la frontière turque, en mode « Oh les gars, vu la situation, on a décidé que ce nouvel endroit a le même statut géopolitique que l'ancien. Voilà, posez pas de questions. » En 2018, le vice-premier ministre de l'époque a déclaré que ce n'était qu'une situation temporaire et que le tombeau serait rapatrié à son ancien emplacement dès que la situation en Syrie se stabiliserait. Ce qu'il faut retenir, une seule enclave, 3 lieux différents. La Yougoslavie a conquis la Grande-Bretagne. Bon, le temps d'une seule journée. Et sur un territoire d'aller 20 mètres carrés grand max. Et je vous mens pas, je joue juste peut-être un petit peu avec les mots. Le 17 juillet 1945, la reine Alexandra de Grèce s'apprête à donner naissance au prince héritier Alexandre de Yougoslavie. Et à ce moment, elle se trouve à l'hôtel Claridge de Londres avec son mari, le roi Pierre II, qui est exilé depuis 1941 suite à l'invasion de la Yougoslavie par les forces de l'Axe. Bon, on peut supposer que passer ses journées à glander dans
dans une chambre d'hôtel, c'est marrant au début. Une fois que les échantillons de shampoing sont finis, le mini-bar vidé, il y a moyen que l'ennui vous rattrape. Mettez ça sur le compte du mauvais temps anglais, de l'actualité pas hyper géniale du moment, ou juste sur le mal du pays. Quoi qu'il en soit, Pierrot et Alex se disent que ce serait quand même pas mal de donner un héritier au royaume, histoire d'assurer la place au cas où les choses s'arrangent pour eux. Spoilers, ça ne s'arrangera pas vraiment. Et quelques mois plus tard, on se retrouve avec une belle épine dans le pied, puisque le futur prince s'apprête à naître sur le sol britannique. Quoi, un roi anglais à la tête d'un royaume d'Europe de l'Est? Ah, ça a dû hérisser quelques poils, hein, ouais. Mais heureusement, le bon Winston Churchill est là pour rattraper le coup. Parce que le poteau, il vit lui aussi dans l'hôtel depuis quelques mois. Et parce qu'être premier ministre donne certains avantages, la chambre 212 est déclarée territoire yougoslave le temps d'une journée. La légende veut que de la terre yougoslave ait même été déposée sous le lit de la reine. Malheureusement, aucun document officiel concernant la décision de Churchill d'annexer la chambre au profit de la Yougoslavie n'a été trouvé, et même si le site web de la famille royale serbe reconnaît officiellement cet épisode, on a peut-être un pied dans la légende. J'aime quand même bien l'histoire. Avec ce fait, je vous propose de vivre une expérience unique. Mais attention, il va falloir être très réactif et ne pas se louper, ça a lieu en Corée du Sud, une fois par an, à peine 1 heure à chaque fois. Je vous l'ai dit, c'est très précis. Sur l'île de Jindo a lieu un phénomène naturel exceptionnel. La mer se scinde en deux et permet aux îles de Jindo et Modo de se rejoindre. Je sais qu'on se croirait dans l'un des best-sellers de la littérature mondiale, mais pas du tout. C'est dû à des marées très basses qui laissent apparaître un passage que des centaines de gens empruntent chaque année. Ça se déroule lors du festival Jindo Miracle Sea Road. Les festivaliers peuvent traverser un chemin de près de 3 km de long, 40 mètres de large et participer à plusieurs activités, notamment au défilé de torches. Et l'édition 2023 est déjà prévue. Je sais pas si certains d'entre vous seront en Corée à ce moment-là, mais sachez que du 20 au 22 avril, c'est le moment d'aller découvrir ça. Et selon le site officiel de la ville, le phénomène est devenu mondialement connu en 1975 grâce à un Français. L'ambassadeur de France à Séoul de l'époque avait assisté à l'événement et en avait parlé dans un journal français. Le phénomène est si stylé qu'il a forcément donné lieu à une légende. Autrefois, l'île de Jindo abritait une population de tigres. Les habitants qui craignaient un petit peu pour leur vie ont décidé de fuir vers l'île Modo, sauf que dans la précipitation, ils ont oublié Mamie, qui se retrouve livrée à son sort et surtout aux tigres. Elle commence à prier les dieux et demande de pouvoir retourner auprès de sa famille. Les dieux lui répondent qu'un arc-en-ciel apparaîtra sur la mer et lui permettra de traverser. Et c'est exactement ce qui s'est passé le lendemain matin. Quoi qu'il en soit, une curiosité géographique absolument incroyable que je rêve de visiter, comme à peu près tout ce dont je vous parle sur cette chaîne depuis 8 ans, quoi. Verenahof était une enclave allemande en Suisse. Et je dis était car elle ne l'est plus depuis 1967 puisque le territoire a été désenclavé. Autrement dit, et pour que tout soit clair, Verenahof a été absorbé par la Suisse. Mais évidemment, ne croyez pas que l'Allemagne a juste cédé son territoire comme ça. Il y a eu en fait un échange. La Suisse a donné 7 hectares d'un territoire beaucoup plus aride et forestier que l'enclave principalement agricole. Autant vous dire que les Allemands ont fait un tout petit peu la gueule et ont finalement obtenu une petite compensation financière de 600 000 francs suisses. Ce désenclavement a eu lieu à un moment où l'Allemagne et la Suisse ont tenté de remettre un petit peu d'ordre dans leurs frontières, qu'ils considéraient comme un gros foutoir à l'époque. Cette assimilation a eu un impact énorme, puisqu'elle concernait pas moins d'une douzaine d'habitants. Trois maisons en fait, tout simplement. Et vraiment, quand j'ai voulu voir à quoi ça pouvait ressembler, je suis tombé sur ça, une rue. Vraiment, vous venez de visiter Verenahof juste avec cette photo. Voici le glorieux vestige d'une enclave allemande, vieille de plus d'1 siècle. 600 000 francs suisses pour ça. Ah, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir dans cette histoire. Et tenez, fun fact, en 1945, plusieurs officiers allemands ont tenté d'échapper à l'armée française en se réfugiant à Verenahof. En vrai, coup de maître, puisqu'à cette époque, Verenahof est un territoire allemand. Et si les Français veulent s'y rendre, ils doivent traverser la Suisse, qui est neutre. Bon, finalement, la France et la Suisse sont parvenus à un accord, et les soldats allemands ont été remis à la France. Voici le pays Quin, ou Quinto Real, ou Quintoa, ou Kerajaan Kelima, selon si vous êtes français, espagnol, basque ou indonésien. C'est un territoire qui appartient à l'Espagne, mais qui est administré par la France. Si jamais l'envie vous prend d'aller le visiter, c'est ici, plus ou moins là, autour de cette zone en tout cas. C'est un peu compliqué parce que les frontières ne sont pas officiellement délimitées sur les cartes. En revanche, il existe des bornes, comme celle-ci, qui jalonnent le territoire. Et je vous préviens, pour certaines, faut se taper sa meilleure
plusieurs randonnées pour les trouver. Le pays qu'un est à cheval entre la vallée de Bastane et celle de Hérault. Et dans l'intégralité du pays qu'un vivent 10 familles. C'est autant de maisons dispersées un peu partout sur le territoire. L'histoire de ce bout de terre de 25 km² est assez complexe et remonte jusqu'au XVIe siècle. Pour le faire simple et court, lorsque le royaume de Navarre est intégré à l'Espagne, il se retrouve coupé en deux. La Haute-Navarre est donnée à l'Espagne et la Basse-Navarre reste indépendante jusqu'à ce que son roi, Henri III de Navarre, devienne Henri IV, roi de France et de Navarre. La Basse-Navarre se retrouve de facto intégrée au royaume de France. Et là, on interdit la construction d'habitations sur le territoire, mais c'était sans compter des bergers français qui ont décidé de plus respecter cet accord. Après ça dérape, c'est la bagarre, la bonne grosse castagne entre les locaux français et espagnols. Et ce n'est qu'en 1856, au moment où le traité de Bayonne est signé, que la situation s'éclaircit enfin. On décide que l'Espagne possède le territoire, mais c'est la France qui l'administre. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve ça fou, moi, comme situation. Dites-vous, cet accord a encore des conséquences aujourd'hui. Par exemple, c'est la France qui distribue le courrier, alors que c'est en Espagne. Les habitants payent leurs impôts fonciers en Espagne et la taxe d'habitation en France. Partage des revenus, partage de la sécurité, parce que si la poste et l'électricité dépendent de la France, la sécurité dépend de l'Espagne. C'est un truc de fou, un vrai travail d'équipe. Regardez, là, on est en Espagne, comme vous le voyez sur Google Maps, mais ces personnes, elles vendent des œufs en français. C'est des Français ou des Espagnols? Moi, je suis perdu dans cette histoire. Et si vous vous demandez d'où vient le nom pays qu'un, ce n'est pas à cause de Charles Quint, mais du droit de Quint, ou, pour le dire de manière plus poétique, le droit de glandage pour les pourceaux. C'est pas plus clair, pardon. Ce droit autorisait les éleveurs de cochons à récolter des glands sur les terres royales de Navarre lors des transhumances de troupeaux. Ce droit permettait donc au roi de prélever 1/5 de la valeur des porcs. Cet endroit porte son nom à cause de glands et de porcs. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fini avec ce fait que je trouve absolument fantastique, qui mêle histoire, géographie et dont je n'avais jamais entendu parler. Alors, vous le savez peut-être, l'Argentine et l'Uruguay partagent une seule et longue frontière naturelle que forme le fleuve Uruguay, qui est plutôt pratique et évite les problèmes de découpage de territoire. Enfin, tout ça, c'était avant 1961, quand l'île Martín García a vu un bout de terre émerger juste à côté d'elle. L'île Timoteo Dominguez commençait à se former. Jusque-là, l'île Martín García était une île argentine enclavée dans les eaux uruguayennes. Mais avec l'émergence de Timoteo, on a très vite conclu qu'une frontière terrestre allait se dessiner entre les deux pays, à mesure que Timoteo grandisse, vu que c'est une île formée à base de sédiments du fleuve. Un traité avait été signé pour mettre fin aux différends entre les deux pays concernant leurs frontières. Dans ce traité, plusieurs articles mentionnaient déjà la future frontière entre Martín García et Timoteo Dominguez. Et c'est dans les années 80 que les deux îles ont fini par s'unir. C'est finalement en août 2019 que la frontière a été officiellement reconnue. Et quand on remonte dans le temps sur Google Earth, on voit l'évolution. En seulement 20 ans, c'est complètement fou. Regardez au début, l'apparition des îlots Hercule à l'ouest, qui ne forment maintenant qu'une seule île de quasi 2 km de long, qui va d'ici peu s'unir au groupe principal. Je trouve ça complètement fou. Imaginez seulement une seconde que Martín García, dont le sol est en roche, et c'est un sol solide, se fasse entourer au fil du temps par plein de sédiments, comme c'est en train de se passer. Et ben, elle sera passée d'île argentine à enclave argentine au milieu d'une île uruguayenne. J'adore la géographie. Et pour info, son histoire ne s'arrête pas à cette frontière, évidemment. Au 19e siècle, l'île a joué un rôle très important pendant la guerre de Cisplatine. À cause de sa position stratégique, des batteries de canons ont été installées là pour empêcher l'accès au fleuve Uruguay à la marine brésilienne. Ces fortifications ont permis la victoire contre l'Empire du Brésil lors du combat de Juncal, une bataille navale qui a eu lieu les 8 et 9 février 1827. L'île a également été le lieu d'emprisonnement de plusieurs personnalités politiques argentines. Bref, un tout petit territoire totalement inconnu chez nous et que je rêve de visiter. Messieurs, dames, merci d'être restés jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce petit voyage vous a plu, ça faisait un petit moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos dingueries géographiques et à me dire quel lieu cité dans la vidéo vous inspire le plus. De mon côté, je peux déjà vous annoncer qu'une partie 2 est en préparation. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, passez une bonne fin de week-end, on se retrouve très vite. Salut Internet!